Les matins de France Culture. Guillaume Erner. Fort de 31% d'intention de vote aux européennes selon un récent sondage Ipsos, le Rassemblement national distance largement la Macronie et la gauche, souffrant toujours plus de divisions et des conséquences de virages idéologiques incompris de leur base électorale depuis 10 ans. Alors qu'ils représentent pourtant près de 30% des intentions de vote, les socialistes, écologistes, insoumis, communistes peinent toujours à s'entendre. Quel état pour la gauche, dans quel état cher avec vous, Philippe Corcuff, bonjour. Bonjour. Vous publiez un pamphlet au sujet de l'état de la gauche. Ça s'intitule Les tontons flingueurs de la gauche, lettre ouverte à Hollande, Macron, Mélenchon, Roussel, Ruffin, Onfray, aux éditions Textuelles. Il est coécrit avec Philippe Marlière. Pour vous, Philippe Corcuff, dans quel état est la gauche aujourd'hui? La gauche est en état de crise, mais parce qu'elle a relevé un défi historique, c'est-à-dire que pendant tout le XXe siècle, elle a été dominée à un niveau international par deux pôles, le pôle communiste, le pôle social-démocrate. Ces deux pôles se sont effondrés pour des raisons différentes. Le pôle communiste à cause du stalinisme, et après la chute du mur de Berlin en 89, c'était évident, et le pôle socialiste s'est désagrégé plus lentement à partir de la conversion de la social-démocratie européenne à une certaine forme de néolibéralisme. Et donc, il y a un défi énorme à relever. Et au lieu de relever ce défi, en fait, beaucoup des forces qui composent la gauche, dans toutes ses composantes, sont plutôt dans une logique d'autodestruction. Donc, à la crise historique, elle rajoute des logiques d'autodestruction qui sont délétères. Et nous, on a voulu pointer quelques figures simplement politiques ou intellectuels avec Michel Onfray qui ont contribué à cette désagrégation et qui facilitent l'extrême droitisation politique aujourd'hui. Si je vous ai invité, Philippe Corcuff, c'est parce que votre voix est souvent une voix dissonante. On a l'habitude de dire, par exemple, que l'une des questions qui pose problème à la gauche aujourd'hui, c'est l'existence de deux familles irréconciliables. Je vais dire de manière schématique, une famille qui serait la famille laïque ou laïcarde et l'autre famille qui serait une famille radicale et qualifiée de wokiste, pardon, par ses ennemis. Vous refusez finalement cette dichotomie et vous refusez bien entendu aussi de vous assimiler à l'une ou l'autre branche. Oui, parce que la gauche, cette autodestruction dont j'ai parlé, elle est le fait notamment de deux tendances. Une tendance que certains vont appeler républicaine. Avant, République, c'était utilisé par tout le monde. Maintenant, c'est un sens beaucoup plus restreint et qui s'est notamment focalisé sur un usage assez intolérant de la belle référence à la laïcité, à la loi de 1905, en se focalisant particulièrement sur les musulmans, une stigmatisation des musulmans. Et puis de l'autre, la gauche radicale, sous la houlette des insoumis, a connu une période dite de dégagisme qui à la fois est nationaliste, qui politise beaucoup les ressentiments et les frustrations, plutôt que de se poser la question de l'émancipation et minore au mieux la question de l'antisémitisme. Dans le cas de Jean-Luc Mélenchon, c'est un peu plus grave même parce que la répétition d'ambiguïté fait qu'on peut se poser la question. Alors, donc elle est prise en tenaille entre ces deux formes, et ce qu'oublie la gauche, c'est le message d'émancipation qui est né pendant la Révolution française, qui s'est transformé avec le mouvement ouvrier, avec le mouvement féministe, avec le mouvement anticolonial, antiraciste. Cette exigence d'émancipation, elle est finalement aplatie autour de ces deux pôles qui paraissent irréconciliables, mais qui toutes deux, sous des modalités différentes, participent à l'autodestruction de la gauche. Bon, alors j'aimerais pas qu'on croie que ce livre ou votre pensée, Philippe Corcuff, soit uniquement négative. Alors vous rendez par exemple hommage à deux figures de la gauche. J'aimerais que vous nous expliquiez pourquoi. Rosa Luxembourg et Pierre Mendès France. La gauche a beaucoup été structurée par l'opposition entre révolutionnaires et réformistes. Avec Philippe Marlière, il nous semble que c'est une distinction dépassée et qu'on a voulu voir du côté de Pierre Mendès France un grand réformateur,
mais qui est associé à une certaine forme d'éthique politique qui a beaucoup été perdue du côté du camp réformiste. Et puis Rosa Luxembourg, dans le mouvement révolutionnaire, incarne une hostilité à la dérive autoritaire léniniste et défend la liberté d'expression, le pluralisme, donc une autre vision de ce qui a dominé d'une certaine façon la vision qui est devenue ce qu'on a appelé communiste. Et donc il faudrait associer cette exigence réformatrice basée sur l'éthique avec une radicalité, mais qui est très soucieuse de la question de la liberté, des libertés et du pluralisme. Et parmi les penseurs vivants, qui sont ceux, Philippe Corcuff, qui peuvent être utilement mobilisés par la gauche? Euh, c'est compliqué ça, c'est-à-dire que les penseurs se sont beaucoup éloignés d'une certaine façon de la politique et on a de plus en plus de mal, c'est-à-dire que c'est aux mouvements sociaux, aux organisations à se saisir de morceaux. Il y a des morceaux très intéressants pour repenser la démocratie chez Jacques Rancière, par exemple. Il y a des choses très intéressantes pour refuser l'identitarisme euh, chez Judith Butler. Et pourtant, patatras, Pantin et Judith Butler, finalement, euh, de manière non clairement intentionnelle, va alimenter des formes de légitimation de l'antisémitisme. Donc, Il faut expliquer ce qu'est cette conférence donnée à Pantin, Philippe Corcuff. oui, Judith Butler est intervenue dans une réunion dite décoloniale pour parler à la fois de l'antisémitisme et de son instrumentalisation. Et c'est là elle a avancé l'idée que le Hamas était un mouvement de résistance, tout en condamnant le Hamas. Et ses propos sont très composites. Hein, c'est pas clairement, contrairement à ce qui a été dit, un soutien au Hamas, mais il y a une certaine forme de légitimation qui s'est opérée. Et il y a aussi un scepticisme, c'était à la veille du rapport de l'ONU sur les violences sexuelles et les crimes sexuels perpétrés le 7 octobre par le Hamas. Il y avait un scepticisme sur la réalité de ces viols et de ces crimes sexuels. Et donc voilà, quelqu'un qui peut nous permettre de penser à la fois la question de la vulnérabilité et de refuser l'enfermement dans des identités fixes. Dans un cadre politique, elle va finalement alimenter l'identitarisation sous un certain angle. Voilà. Donc c'est très difficile aujourd'hui la question du rapport entre les penseurs et la politique parce que d'une certaine façon, il faudrait utiliser les penseurs contre eux-mêmes. Mais alors, justement, lorsque vous évoquez Judith Butler, vous dites en substance que sa pensée est plus fine que sa dernière expression, donc celle que vous venez d'évoquer à Pantin, et vous avez publié dans le Nouvel Obs une tribune où vous faisiez de Judith Butler et de Bernard-Henri Lévy deux pôles du débat contemporain. Pourquoi prendre ces deux penseurs-là? Qu'est-ce que vous vouliez dire au sujet de BHL et de Judith Butler? Bah, chez, chez Judith Butler, il y a une légitimation contradictoire et partielle du Hamas avec une difficulté de nommer ce qui s'est passé le 7 octobre. Parce que ça rentre pas dans le cadre qu'elle va privilégier dans son intervention, qui est l'idée que tout serait colonial et que donc il n'y a pas des formes de violence et d'oppression qui échapperaient à la question de colonial. Bon, et donc elle peut pas, à la fois elle se dit effarée par ce qui s'est passé le 7 octobre, mais elle sait pas quoi en dire, elle sait pas le nommer d'une certaine façon. Et puis BHL dans un entretien avec Pieraski suite à la sortie d'un livre explique qu'il est contre le cessez-le-feu à Gaza, mais à la fois qu'il pleure pour les morts palestiniens, mais ces morts palestiniens n'ont pas de place dans son cadre, hein, et que finalement l'important c'est de détruire le Hamas, et que donc si des dizaines de milliers de personnes meurent, des civils, des femmes, des enfants, des personnes âgées, finalement il pleure, mais ça ne change rien parce qu'il n'arrive pas à mettre cette question dans son cadre. Et on doit bien que comment finalement une forme de dogmatisme empêche de penser de manière beaucoup plus pluraliste et globale la question des rapports aux victimes, à la violence, à l'oppression, et reste dans une certaine fixité euh, dogmatique. Et en même temps, les deux disent, Butler dit, ben, je souffre avec ce qui s'est passé le 7 octobre, BHL dit qu'il pleure, et en fait, on a quelque chose de tragicomique, c'est-à-dire une mise en scène de l'intellectuel se mettant en scène
pour parler de quelque chose dont qu'il ne peut pas penser. C'est pour ça que dans ce texte, j'ai fait référence à une belle citation de Maurice Merleau-Ponty qui disait, ça visait son ami Sartre ou son ex-ami Sartre, que une des maladies professionnelles principales des milieux intellectuels et académiques, c'était le manque de distance à soi. Philippe Corcuff, il y a quand même quelque chose d'étonnant dans cette à la fois polarisation sur le conflit israélo-palestinien, puisqu'il y a hélas d'autres conflits dans le monde. On a eu un reportage de la rédaction qui était absolument terrible il y a quelques minutes sur la situation au nord Kivu avec cette rébellion, le M23, qui a encerclé 2 millions de personnes avec une crise humanitaire. Or, c'est uniquement la référence à la question israélo-palestinienne qui est mobilisée par la gauche. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire selon vous? Ben, on est toujours dans un piège, c'est-à-dire que la focalisation, évidemment, il y a lutter contre les formes de violence et les crimes de guerre dont sont responsables l'armée israélienne, terrible, les massacres en cours sont à condamner. Mais on ne peut pas ne pas voir que la focalisation sur le conflit de Proche-Orient a à voir avec une remontée de l'antisémitisme, puisque ça a à voir avec l'idée qu'il y a un être dans le monde qui est responsable de manière occulte de la plupart des maux, hein. Et il y a évidemment, et on ne fait plus attention aux autres violences, aux autres formes d'oppression, aux autres massacres. Et donc là, il y a une forme d'antisémitisme et qui répond à quelque chose qui se passe dans la société, l'usage tactique aujourd'hui par le gouvernement de l'islamophobie. On a vu l'interdiction de la baya, on a vu récemment la mise en cause par le Premier ministre d'une lycéenne dont on ne connaît rien sur sa supposée entrisme islamiste dans un collège. Donc on a à la fois une remontée Bah, elle avait de menacé le proviseur, malgré tout. il y a eu une altercation dont les termes n'ont pas été très clairement établis, hein, mais l'idée qu'elle fait de l'entrisme islamiste, c'est autre chose de mettre en cause une personne, un Premier Mm. ministre. Est-ce que c'est sa fonction? Mais on a ces deux éléments, une stigmatisation de la population musulmane qui se sent, et on a finalement une légitimation passive par des secteurs de la gauche de la remontée de l'antisémitisme. Philippe Corcuff, vous avez signé avec Philippe Marlière Les Tontons Flingueurs de la Gauche aux éditions textuelles. On se retrouve dans une vingtaine de minutes. Nous sommes de retour avec notre invité, Philippe Corcuff, professeur de sciences politiques à l'Institut d'études politiques de Lyon. Vous publiez avec Philippe Marlière Les Tontons Flingueurs de la Gauche. Alors avant de passer en revue ces tontons flingueurs, puisque le film est d'époque pompidolienne d'ailleurs, votre regard justement sur Pompidou, la nostalgie Pompidou. Euh, D'abord, sur Pompidou lui-même, il y a un élément qui a été signalé, mais c'est-à-dire que la politique professionnelle n'est pas complètement dominée par la communication. Et par exemple, Pompidou est un spécialiste de la poésie française en même temps. Il y a une culture littéraire qui n'est pas simplement un coup de pub ou un coup de com', comme ça peut l'être par exemple chez Emmanuel Macron. Donc il y a quelque chose là qui a bougé dans le personnel politique professionnel. Après, le danger aujourd'hui de la période, c'est le nostalgisme, c'est-à-dire qu'au lieu d'affronter les problèmes, et c'est la même chose à gauche, on va créer un rapport fantasmé à un passé. Alors ça ne sera pas Pompidou pour la gauche, ça sera Mitterrand. Mais on oublie que Mitterrand, c'est quand même le premier tonton flingueur de la gauche, avec le tournant néolibéral en 83, avec une pratique très oligarchique du pouvoir, et que donc, plutôt que de rêver d'un homme providentiel qui finalement n'a pas vraiment assumé ce qui aurait dû être une gauche d'émancipation, il vaut mieux affronter aujourd'hui les problèmes, hein, voilà. Mais il y a cette tentation de se réfugier dans cette vision fantasmée de personnages historiques, oui. Mais si Mitterrand était parmi nous, il vous dirait que le vrai tonton pas flingueur de la gauche, c'était Pierre Mendès France, pas flingueur parce qu'il n'avait pas de flingue, et justement, Mitterrand, dans son goût pour le pouvoir et les luttes de pouvoir, avait une certaine forme de mépris pour Mendès France. Oui, parce que il y a l'intérêt de Mendès France, c'est qu'il ne refusait pas la question des institutions et du pouvoir. Il a été quand même Premier ministre. Mais en même temps, il y avait un certain rapport éthique au pouvoir que n'avait pas Mitterrand. Donc, le problème, évidemment, on fait toujours des compromis si on est à la tête d'institutions. Et donc, il faut avoir un sens des compromis. Il y a des confrontations politiques, il y a des habiletés politicienne, mais en même temps, peu à peu, la politique s'est réduite à l'activité tactique et de communication. Et finalement, Mitterrand a incarné beaucoup cette activité tactique
en dehors de la question éthique, et puis peu à peu s'est mis au cours de son premier mandat à la communication. Bon. Jean Lémarie. Mais Pierre Mendès France, que vous citez dans votre livre, est resté très peu de temps au pouvoir. Oui, Peut-il rester un modèle, être un modèle dans ces conditions-là? Oui, parce que ne pas être au pouvoir, le problème, c'est ceux qui refusent complètement le pouvoir et l'idée qu'on ne peut pas peser sur les institutions. On peut peser sur les institutions à l'extérieur, c'est ma vision libertaire. Et puis, mon ami Philippe Marlière, avec qui j'ai écrit ce livre, lui pense qu'on peut davantage peser dans les institutions. On n'a pas exactement la même vision de ce point de vue. Mais on met des limites. C'est-à-dire que est-ce qu'on peut créer un modèle de rapport à la politique qui ne sacrifie pas tout à la durée? Comment se fait-il qu'on en soit arrivé à une campagne électorale d'Emmanuel Macron pluriculturelle et qu'on arrive à une loi sur l'immigration qui emprunte au Front National? Comment, pour durer? Bon, eh ben, ça c'est le mouvement actuel de la politique, et donc c'est quand même une dégradation forte de la politique. Il faut maintenir la possibilité qu'il y ait des incarnations de la politique, mais en même temps qu'il y ait un rapport éthique à la politique. Oui, alors, est-ce que vous évoquez Philippe Corcuve de manière constante, c'est le confusionnisme de l'époque. Alors, il est d'ailleurs assez bien retranscrit par le fait que parmi ces 6 personnages de gauche, il y en a 2 qu'on ne classerait pas spontanément à gauche. Donc, je les cite: Hollande, Macron, Mélenchon, Roussel, Ruffin, Onfray. Il faut effectivement faire des efforts dans son passé pour se souvenir qu'Emmanuel Macron et Michel Onfray ont été à gauche. Oui, non, l'important, c'est le processus qui a contribué à dérégler les rapports gauche-droite et a fait tomber une série de repères qui définissaient un certain sens de la justice sociale, de ce que pourrait être une société meilleure. Emmanuel Macron, avec le en même temps, a joué cette dégradation, donc il vient du Parti socialiste, donc il a joué un rôle dans ce sens. Michel Onfray... il faut savoir qu'il était, pendant toutes les années 2000, une figure consensuelle à gauche. Il s'exprimait dans l'Humanité, dans Politis, dans France Culture, dans Le Monde. Et qu'aujourd'hui, maintenant, il est à CNews, donc il a France Culture incarné n'est une pas gauche un radicale. organe de la gauche, je le Oui. précise. Oui, mais je veux dire il exprimé à France Culture des positions de gauche libertaire. C'est court, disons, à l'Université populaire de Caen. Bon. Mais il y a eu cette évolution. Comment on peut passer d'une figure libertaire de la gauche radicale à une figure de l'extrême droite aujourd'hui? Là, je vous pose la question. Et ben, il y a ce mouvement de dérèglement des repères que j'appelle confusionniste, c'est-à-dire que pour ma part, les succès de l'extrême droite en France ne sont pas simplement les résultats du travail politique de l'extrême droite, mais de l'effondrement intellectuel de la gauche et de la droite modérée, ce que j'appelle confusionniste, c'est-à-dire que de peu à peu, on va associer des thèmes d'extrême droite, de droite et de gauche, on va les mêler, on va se fixer sur des identités positives comme l'identité nationale, ou négatives comme l'identité musulmane, ou ça peut être l'identité juive. Donc il va y avoir cette prégnance de l'identitarisme dans les débats politiques, ce retour du nationalisme, le fait que aussi bien Emmanuel Macron que Jean-Luc Mélenchon vont recourir souvent, quand ils sont en difficulté politique, à des schémas d'analyse conspirationniste. Hein. On l'a vu Macron avec l'affaire Benalla, où tout de suite il a mis en avant un complot, mais Jean-Luc Mélenchon, quand il y a eu des perquisitions dans les sièges de ses partis et chez lui, a tout de suite fait monter un complot. Après, 1 an après même, il a parlé d'un complot mondial qu'il visait, lui, Lula, etc. Donc, ce faisant, on détruit la critique des discriminations, des injustices, etc. Parce qu'on va considérer que peu à peu, ce qui va mal dans le monde, c'est parce qu'il y a des gens malfaisants qui sont dans l'ombre et qui nous veulent du mal. Et on a peu à peu acclimaté, on confondu la critique sociale avec le conspirationnisme. Donc, c'est ça, peu à peu. Et finalement, il a évalué dans ce sens, Michel Onfray, hein, dans son mouvement d'évolution vers l'extrême droite. Un des premiers moments conspirationnistes, c'est par exemple, il va être le seul au moment des primaires du Parti socialiste, au moment où Benoît Hamon va être élu, il va dire qu'il y a eu un complot, que c'est François Hollande qui a trafiqué les urnes pour faire élire Hamon, mais faire élire Hamon pour faire gagner Macron.
Et alors, on voit le caractère torturé et évidemment complètement imbécile du point de vue de l'analyse politique, parce que on met en cause le fait qu'à l'époque, Hollande et Macron étaient opposés, justement. Et donc l'idée de truquer les urnes, alors qu'il n'y a eu aucune plainte au Parti socialiste sur cette tribune, et le basculement, disons, vers l'extrême droite de Michel Onfray a beaucoup à voir avec le basculement dans le conspirationnisme. Oui. Jean Lébarry. Mais pendant toutes ces années, en même temps, le discours du FN devenu RN a complètement changé, notamment sur ce que sont normalement les marqueurs de la gauche, le discours social en particulier. Est-ce que ça participe pas de ce dérèglement des repères politiques que vous pointez, que vous attaquez, que vous critiquez à gauche? Oui, l'extrême droite s'est transformée, a intégré les dimensions sociales. Hein. Elle a intégré aussi les dimensions républicaines, elle s'est réclamée de la laïcité, etc. Elle s'est déplacée dans ses discours, en tout cas sur la question de l'antisémitisme, qui était un marqueur par rapport à Jean-Marie Le Pen. Alors, il y a des fractions de l'extrême droite. Hein, quelqu'un qui a joué un grand rôle de réarmement idéologique de l'extrême droite, qui est Alain Soral, lui, il est resté sur cette logique antisémite très clairement, et il a joué quand même un grand rôle sur la diffusion d'un antisémitisme larvé qu'on voit sur les réseaux sociaux aujourd'hui et sur Internet. Donc, il y a eu des transformations de l'extrême droite, de fractions, il y a eu ce moment, mais donc, il y a eu du côté de l'extrême droite un travail qui a rapproché de certains thèmes de gauche. En même temps, la gauche a repris de plus en plus des thèmes sécuritaires et identitaires, sous des modalités différentes, hein, soit l'identité nationale ou la stigmatisation des musulmans, soit la promotion dans certains secteurs de la gauche radicale d'identité minoritaire. Donc on a enfermé sur la question des identités plutôt que la question de l'émancipation, la gauche. Jean Lébarry. Est-ce que la gauche peut faire l'impasse, vieille question, sur la question de la sécurité et la question de l'identité? Je reprends deux mots que vous venez d'employer. Elle peut faire l'impasse sur la question de l'identité au sens de l'identitarisme. C'est-à-dire que tous les travaux, disons, de sciences sociales montrent que chaque individu et que les différents groupes sont composites du point de vue de leur identité. Chacun de nous est composé de différents fils en fonction de sa socialisation, ses rapports avec la famille, etc. Et il y a différentes personnalités dans une même personne. Tout le monde voit ça. Et donc, les discours identitaristes vont prendre un fil et vont en faire le secteur de la mobilisation politique en oubliant les autres. Donc, il y aurait quelque chose à faire du côté de l'identité, c'est que quelqu'un porte la question du pluralisme identitaire, de l'hybridation, du métissage. Et ça, c'est peu fait d'une certaine façon. Et puis, du côté de la sécurité, il faudrait différencier la sécurité du sécuritaire. C'est-à-dire que le sécuritaire, c'est devenu un mode de mobilisation des professionnels de la politique principale qui, finalement, ne se pose pas la question des effets sur la sécurité concrète. Un de ceux qui a porté le plus le discours sécuritaire, c'est Nicolas Sarkozy, mais en même temps, il faisait baisser les effectifs de police en même temps. Donc on voit bien que ce n'est pas le problème concret de la sécurité qui se pose, mais le sécuritaire, c'est un discours qui accompagne les choses. Bon. Mais alors, justement, parce que si on prend les personnages ou les pensées, puisque ce ne sont pas des analyses personnelles que vous faites, vous analysez les pensées d'un individu. Vous prenez Jérôme Sainte-Marie, qui est aujourd'hui l'un des penseurs officiels du Rassemblement national. Vous rappelez son trajet, il est passé donc de la gauche à l'extrême droite. Jérôme Sainte-Marie a eu une expression intéressante. Il dit que le Rassemblement national n'est pas d'extrême droite puisqu'il n'est plus extrême et qu'il n'est plus de droite. C'est quand même là aussi un terme assez éclairant. Qu'est-ce que vous en pensez, Philippe Corcu? Alors, Jérôme Sainte-Marie est un exemple du confusionnisme. C'était un ami, puisqu'il était dans un petit groupe qui est passé des Verts à la Ligue communiste révolutionnaire, et que c'était lui qui était le plus favorable à cette entrée dans la Ligue communiste révolutionnaire. Donc évidemment que ça soit devenu un penseur d'extrême droite, c'est très intéressant pour moi, disons, par rapport à ça. Mais par rapport à ça, c'est pour ça que moi j'ai tendance à utiliser le mot post-fascisme pour l'extrême droite contemporaine. Ceux qui utilisent le mot fascisme font comme si l'extrême droite n'avait pas bougé. Bon. Et or, il y a ces marqueurs républicains, il y a ces formes sociales, il y a eu des déplacements. Bon. Ceux qui parlent de populisme ou de national-populisme cassent le lien avec l'histoire de l'extrême droite. Or,
ces formes d'extrême droite contemporaine gardent toujours des liens avec la xénophobie et avec le nationalisme, et un certain rapport autoritaire au pouvoir. Donc, il y a des composantes, disons, classiques de l'extrême droite et il y a des transformations, hein. C'est pour ça que j'utilise ce mot qui a été d'ailleurs inventé par Tamas, qui est un philosophe hongrois qui est mort aujourd'hui, et qui l'avait utilisé post-fasciste dans la Boston Review pour qualifier le premier gouvernement Orban. Parce que ce qu'on a devant nous, c'est pas Hitler, c'est Orban, hein. Mais alors, justement, parce que la différence, il y a beaucoup de différences entre Hitler et Orban, évidemment, et plus encore entre les figures traditionnelles de l'extrême droite et quelqu'un comme Jordan Bardella. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que le fascisme avait un corpus idéologique assez précis. Et aujourd'hui, les personnes qui se situent à l'extrême droite sont très éloignées de ce corpus traditionnel, que ce soit le corpus néo-païen, le corpus de la tradition française maurassienne. Où est-ce que vous situez justement ce courant intellectuel aujourd'hui, Philippe Corcuff? Ben, il a joué un rôle, par exemple, ce qu'on a appelé la nouvelle droite d'Alain de Benoît, cette fraction de l'extrême droite, a joué un rôle d'une certaine façon d'avant-garde ou pionnier dans le confusionnisme contemporain, en associant par exemple Gramsci et puis l'extrême droite, en se déplacement du racisme, disons, biologique à des formes de racisme culturel ou identitaire. Donc il a travaillé cette dimension qui est d'une certaine façon présentée dans l'air du temps, mais sans la construction intellectuelle forte qui était celle des théoriciens. Donc c'est là, comme l'air qu'on respire peu à peu, ce n'est plus des constructions intellectuelles. Et le travail, quand on dit que Jérôme Sainte-Marie est le principal intellectuel du Rassemblement national aujourd'hui, en fait, il n'y a pas vraiment de travail intellectuel. Ce que fait Jérôme Sainte-Marie, c'est d'expliquer que globalement, c'est que l'extrême droite n'est plus d'extrême droite. Et donc, c'est plutôt une sorte de blanchiment de l'extrême droite qu'un travail intellectuel. Bah, je vous rappelle qu'il existe un parti perçu, mais peut-être que vous n'êtes pas d'accord, plus à droite que le Rassemblement national. Je parle de Reconquête, évidemment. Oui, à un moment donné, les dérèglements actuels sont ça. C'est-à-dire que Éric Zemmour était plutôt de droite, était plus disons à la gauche de Marine Le Pen pendant un temps, et puis il a évolué dans des thèmes beaucoup plus marqué identitariste et beaucoup plus centré sur la dénonciation des migrants et des musulmans, de la défense de la civilisation chrétienne, etc., est passé à droite d'une certaine façon du Rassemblement national. Bon. Donc, il contribue, si on prend la dernière campagne présidentielle, jusqu'à l'invasion de l'Ukraine, ce sont les thèmes de Zemmour qui marquent la campagne, jusqu'à ce qu'une modérée issue du juppéisme comme Valérie Pécresse, en février, dans un meeting, adoube la théorie conspirationniste d'extrême droite du grand remplacement. Donc on voyait bien que finalement, c'est peut-être pas lui qui va gagner les élections, mais il a un rôle idéologique. Alors justement, parce que récemment, il y a 2 jours, il a déclaré qu'il était prêt à se rallier au Rassemblement national de Marine Le Pen si celle-ci, je cite, abandonnait son programme socialiste. Ce qui n'est pas forcément une cohérence, parce que on a connu un Zemmour quand il a commencé à se poser des questions à droite, où ça a été un premier à critiquer le néolibéralisme, à droite même, et à défendre des dimensions d'association entre le sécuritaire et le social. Et il a changé sur ces questions en incarnant une extrême droite plus libérale sur le plan économique. Bon. Jean Lémarie. Quel peut être le fil rouge, le point commun de la gauche face à cette évolution-là, à la droite de la droite que vous décriviez à l'instant ? Le plus important, c'est moins ce qui se passe dans l'espace politicien que ce que j'appelle l'imaginaire. Parce que si on prend les grands moments du Parti communiste dans les années 60, par exemple, il y a le Parti communiste qui est très fort, mais le Parti communiste a une BO, c'est Jean Ferrat. C'est-à-dire qu'il a un imaginaire. Il a un ensemble de repères émotionnels, de raisons, à la fois de pourquoi on critique le monde, de quelle est la situation actuelle, comment on peut aboutir à un monde meilleur. La BO de Jean Ferrat est beaucoup plus avancée que celle du Parti communiste, parce que le Parti communiste parle collectif, alors que Jean Ferrat reconnaît dans les années 60 la montée de l'individualisation et des individualités, il parle à des individus. Et donc, il nourrit cet imaginaire qui va être très important. Donc, ce qui manque à la gauche, c'est la reconstruction d'une BO de la gauche. Il y a des choses dans les séries, dans les films, dans les chansons, voilà.
Bon, alors, je ne sais pas s'il chante bien, mais est-ce que, par exemple, Raphaël Glucksmann pourrait commencer à prendre le micro? On voit aujourd'hui, dans le contexte de la campagne des européennes, c'est lui qui semble aujourd'hui tirer son épingle du jeu de cette campagne, et il ne fait pas partie de ces tontons flingueurs de la gauche. Qu'est-ce que vous en pensez de Raphaël Glucksmann? Pour l'instant, Raphaël Glucksmann est un ovni dans son histoire politique, dans son intervention. Et il y a des éléments importants, c'est qu'il n'est pas dépendant du Parti socialiste, il n'a pas ce plombage de l'héritage, même s'il est en alliance. Il a des positions extrêmement claires, que ce soit sur l'Ukraine ou contrairement aux insoumis, ou même sur les bombardements, les massacres à Gaza, et il a un tournant plus social. Donc il y a des éléments intéressants qui se passent. Il ne faudrait pas que ça soit de rebadigeonner de manière superficielle la gauche en croyant que c'est un nouvel homme providentiel qui va, disons, remplacer le travail de reconstruction d'un imaginaire commun. Et quand on aura cet imaginaire commun qui s'est détruit, des gens plus réformateurs, plus révolutionnaires, plus institutionnels, plus libertaires pourront s'opposer. Dans le cadre de cet imaginaire-là, en fait, on a perdu ce cadre et il y a des pans entiers qui peuvent aller vers l'extrême-droite ou un peu n'importe où. Mais est-ce que c'est pas l'alliance, alors, je vais me prononcer sur une formule, de la social-démocratie Raphaël Glucksmann, de la social-démocratie, et sur le plan international, je ne sais pas, de la ligne, de Bernard-Henri Lévy, par exemple? Non, non, parce que Raphaël Glucksmann est clairement pour le cessez-le-feu à Gaza. Il refuse d'utiliser le mot génocide. Les insoumis, Voilà. l'attaquent. Oui, il l'attaque parce qu'il n'utilise pas le mot génocide. Personnellement, j'utilise le thème de crime de guerre, de massacre. J'utilise pas le terme génocide. Pourquoi? Parce qu'on est dans une concurrence assez dangereuse avec la Shoah, avec des concurrences victimaires. On risque de retomber dans l'antisémitisme. Il n'y a pas besoin de génocide pour mettre en évidence le caractère inacceptable des massacres, le fait que ça doit s'arrêter et le fait qu'on doit donner des droits nationaux au peuple palestinien. Jean Lémarie. Vous plaidez pour un imaginaire commun à gauche, mais ce commun existe-t-il? En voyez-vous seulement les bases aujourd'hui, Philippe Corcuff? Il en reste des bases, mais qui sont divisées. C'est-à-dire que, par exemple, quand la justice sociale, c'est une base. Mais la justice sociale, c'est à la fois la justice sociale pour la masse des classes populaires qui vivent de leur travail et qui ont un rapport certain d'identité à leur travail, qui retrouvent une identité positive à leur travail, mais aussi c'est ceux qui sont hors du travail et qui sont du côté des minima sociaux. Or, la gauche se divise, il y a ceux qui sont du côté minima sociaux, ceux qui sont du côté des classes populaires, qui construisent une identité au travail. C'est le fait de défendre les droits des LGBT, le mariage pour tous, etc., donc des réformes sociétales, et puis la justice sociale. Or, il y a des gens qui sont du côté sociétal et du côté social. C'est-à-dire qu'on a des éléments du puzzle, mais ils ne sont pas ensemble, et au contraire, la gauche se déchire. Voilà. Il y a l'internationalisme aujourd'hui qui est en train de s'effondrer, parce que si on est solidaire avec Gaza et si on est solidaire avec les Ukrainiens, voilà. Et du côté de l'Ukraine, on a un repli nationaliste des insoumis, qui refusent l'entrée dans la communauté européenne. Et puis, d'un autre côté, finalement, les insoumis sont internationalistes pour Gaza, mais pas pour l'Ukraine. Il faudrait être internationaliste partout. Il y a aussi, encore une fois, on en a parlé déjà, mais il faudrait aussi savoir ce qu'ils pensent du Nord Kivu, ou bien, par exemple, de ce qui se passe en Birmanie, parce que cette focalisation sur un, deux, trois conflits est là aussi toujours étonnante, Philippe Corcuff. Oui, il faut sortir d'une géopolitique qui est en fait une géopolitique assez nationale. C'est la focalisation aussi sur le conflit du Proche-Orient. La question de l'Ukraine est très importante parce que c'est aux portes de l'Europe, donc c'est quelque chose qui a été un choc nouveau d'une certaine façon pour l'Europe. Le Proche-Orient, c'est depuis un certain temps, mais ça vient réactiver cette chose que j'avais analysée dans mon livre La Grande Confusion, qui est la compétition entre lutte contre l'islamophobie, lutte contre l'antisémitisme. Ça vient réactiver ça et ça s'est réinséré dans des débats internes. Un mot de conclusion, Philippe Corcuff. Nous sommes dans une époque de reconstruction pour la gauche, ou bien la destruction n'est pas encore parachevée? Il y a un danger, c'est-à-dire que l'extrême droite peut gagner les prochaines et la gauche peut, dans cette logique d'autodestruction, devenir une forme marginale. Et l'extrême droite, comme en Hongrie, restait très longtemps au pouvoir avec une gauche qui est devenue folklorique. Bon. Et donc, il y a vraiment un danger aujourd'hui de
commencer à amorcer ce processus de reconstruction qui n'est pas vraiment amorcé. Autrement, ce qu'on a appelé la gauche risque de presque disparaître. Philippe Corcuff, vous avez écrit avec Philippe Marlière Les tontons flingueurs de la gauche aux éditions Textuelles. Merci de nous avoir accompagnés.